Les échanges de biens et de services par le troc ont toujours accompagné l'histoire et même la préhistoire de l'humanité. Au fil du temps, la comptabilité et l'utilisation de monnaie-marchandise, deux méthodes permettant de pallier aux limites du troc, se sont développées. Au cours de l'Antiquité apparaissent des empires étendus, dont les souverains cherchent à exercer un contrôle sur tout le territoire. Ces empires effectuent d'importants échanges de marchandises, qu'il s'agisse de payer des travailleurs ou de récolter des taxes par exemple. Afin de se faciliter la tâche, les souverains prennent donc progressivement en main les moyens d'échange. Lorsque tous les marchands susceptibles de faire des échanges se trouvent sur un territoire restreint, le prix d'un produit ou d'un service se détermine relativement facilement. Il suffit que les prix pratiqués par chaque marchand soient connus de tous. Si chaque forgeron sait contre combien de poissons ses concurrents proposent d'échanger un couteau, les prix atteignent rapidement une valeur d'équilibre pour le territoire, que ce soit du fait des lois du marché ou parce que les vendeurs se sont mis d'accord. Plus le territoire s'étend, plus cette valeur d'équilibre est difficile à déterminer. Dans le cas d'un empire, à moins que tous les échanges soient gérés et contrôlés par l'administration du pouvoir, il devient très difficile de faire en sorte que les mêmes prix soient pratiqués partout sur tout le territoire. Ou, en d'autres termes, qu'un bien ou un service ne change pas de valeur selon l'endroit où on le vend ou on l'achète. Imaginons que Julia, notre vendeuse de baleines, parte en voyage. Elle veut voyager léger, tout en ayant des ressources à échanger pour s'acheter des souvenirs une fois arrivée à destination. Julia vend donc une baleine contre un lingot de 250 grammes d'or dans le nord de l'Empire. Une fois arrivée dans le sud, elle veut louer une chambre pour la nuit, mais dans ces contrées, l'or est moins prisé, et 250 grammes ne suffisent que pour payer une seule nuit. Pourtant, l'aubergiste considère qu'une baleine aurait valu 10 nuits dans son établissement. Entre le nord et le sud du pays, la valeur du lingot d'or de Julia est donc passée de 10 nuits d'auberge à une seule nuit d'auberge, et elle a donc été divisée par 10. Et Julia regrette bien de ne pas avoir voyagé avec sa baleine dans sa valise pour ne pas perdre toute cette valeur. Afin d'éviter de telles pertes, les souverains des empires antiques doivent imposer sur tout leur territoire un taux d'échange unique pour chaque duo de marchandises qui pourrait être échangé. Si une baleine vaut 250 grammes d'or dans le nord, elle doit valoir 250 grammes d'or dans le sud. Si une chèvre vaut 100 choux dans l'est, elle doit valoir 100 choux dans l'ouest. Il est difficile, voire impossible, de dresser la liste des prix dans une économie de troc. En effet, on doit déterminer pour chaque marchandise disponible combien elle vaut de chaque autre marchandise disponible. Avec une liste de seulement 100 articles, on se voit ainsi obligé d'indiquer près de 5000 prix. Il est donc nécessaire de choisir une seule marchandise qui fera office de référence, et d'étalonner, c'est-à-dire de fixer, la valeur de tous les autres produits par rapport à celle-ci. En utilisant cet intermédiaire unique, on peut facilement comparer les prix des autres marchandises entre elles. Si je connais le poids en or que vaut une baleine et le poids en or que vaut un chou, je sais combien de choux vaut une baleine. Lorsqu'une monnaie marchandise est largement utilisée, il est cohérent de l'utiliser comme étalon, la plupart des échanges se faisant déjà par son intermédiaire. Si le matériau est divisible, comme les métaux ou le sel par exemple, la valeur du matériau peut être exprimée par rapport à son poids. Mais on peut également choisir une unité de compte, c'est-à-dire une valeur qui sert à exprimer les prix. En Égypte ancienne, par exemple, l'unité de compte choisie est le débène d'or. Celui-ci est l'équivalent de la valeur de 90 grammes d'or. Les Égyptiens antiques utilisent aussi le chat, équivalent à un douzième de débène, soit la valeur de 7,5 grammes d'or. La valeur des choses est donc fixée par rapport au débène et au chat, et elle est exprimée en débène et en chat. Ainsi, un débène correspond à la valeur d'une chèvre de 300 kg, ou de 100 choux, ou de 90 grammes d'or. Ceci permet de savoir non seulement qu'une chèvre vaut un débène quel que soit l'acheteur dans le pays, mais aussi que 50 choux valent 6 chats, et donc qu'ils valent la même chose qu'une chèvre de 150 kg. Un exemple de l'utilisation de cette unité de compte a été trouvé dans un compte-rendu de jugement datant d'environ 2600 avant notre ère. J'ai acquis une maison à titre onéreux auprès du scribe Chenti. J'ai donné pour elle 10 chats, à savoir une étoffe d'une valeur de 3 chats, un lit d'une valeur de 4 chats, une étoffe de valeur de 3 chats. Ce à quoi le défendeur déclare : tu as complètement opéré les versements de 10 chats par conversion,
au moyen d'objets représentant ces valeurs. Fin de citation. Du fait de leur qualité intrinsèque, facilité de transport, divisibilité, conservation, etc., les métaux, et notamment l'or et l'argent, se sont répandus en tant que monnaie marchandise dans le monde entier. La valeur d'une marchandise métallique peut bien sûr être identifiée à l'aide d'une balance, qui permet d'en connaître le poids exact. On parle de monnaie pesée. Cependant, peser les lingots à chaque transaction est un exercice fastidieux dont se passeraient bien les marchands. De même, il faut s'assurer que le lingot proposé n'est pas une contrefaçon, c'est-à-dire qu'il est bel et bien 100% constitué du métal indiqué. Pour éviter ces démarches, certains États garantissent le poids et ou la pureté des matériaux échangés, ce qui facilite leur acceptation en tant que monnaie. C'est le cas en Chine à la fin du 2e millénaire avant notre ère, où des monnaies-outils en métal sont authentifiées par l'État et échangées à l'unité plutôt qu'au poids. Si l'État certifie la pureté et le poids d'une pièce de métal, il suffit de s'assurer qu'elle n'a pas été transformée, et on peut alors connaître sa valeur sans avoir à la peser ou à en tester la pureté. On peut parler de monnaie comptée. Selon le point de vue le plus répandu, la monnaie en tant que telle est apparue au 7e siècle avant notre ère dans le royaume de Lydie, en Grèce antique. Il s'agit évidemment moins d'une invention spontanée que de l'aboutissement d'un processus qui s'étale sur plusieurs siècles. La Lydie est le royaume du légendaire roi Midas, qui possédait le pouvoir de changer tout ce qu'il touchait en or. La légende indique que, pour se débarrasser de ce pouvoir finalement gênant, difficile de manger une pomme ou du pain changé en or, Midas se baigne dans la rivière Pactole, qui se charge donc du précieux métal. La véracité de cette légende n'est évidemment pas prouvée, mais les Lydiens récupéraient bel et bien dans la rivière de l'électrum, un alliage d'or et d'argent, qui prend la place de monnaie marchandise dans le royaume et ses environs. Au cours du 7e siècle avant notre ère, ce métal change de forme, passant de billes non marquées, à la forme et au poids irréguliers au début du siècle, à des billes régulières portant de légères marques, et enfin à des pièces poinçonnées profondément d'un côté. Le poinçon en question représente une tête de lion, symbole de la dynastie au pouvoir. On parle de monnaie frappée. Ces pièces sont donc émises par le souverain, qui en certifie la valeur, et n'accepte alors plus de paiement officiel qu'avec cette monnaie vérifiée. C'est le fait que ce soit l'État qui produise ces pièces en leur apposant sa marque qui fait du lion lydien la première monnaie. Les pièces se répandent rapidement hors du royaume, à l'ouest dans les îles grecques, puis sur le continent, et à l'est dans l'Empire perse. De nouvelles marques sont régulièrement apposées sur les pièces par des marchands renommés, qui attestent ainsi de la valeur de la pièce dans les territoires où l'autorité des rois lydiens n'est plus une assurance suffisante. Dans les siècles qui suivent, les souverains d'autres pays commencent à frapper leurs propres pièces, dont ils garantissent la valeur en leur propre nom. Les moyens d'échange sont donc liés à un pouvoir en lequel on a confiance, qui assure leur valeur. L'utilisation de monnaie marchandise et de la comptabilité ont grandement réduit les difficultés d'échange qui existaient avec le troc. Cependant, la quête incessante de facilitation des échanges pousse les humains à se doter d'autres outils. Avec l'extension des empires antiques, une intervention de l'État devient nécessaire pour s'assurer que la valeur des marchandises est la même pour tous les marchands du territoire. Pour cela, il étalonne la valeur de tous les produits courants par rapport à un étalon, tel le débène d'or en Égypte. En permettant la comparaison de toutes les marchandises entre elles par l'intermédiaire de la comparaison avec l'étalon, l'étalonnage permet une détermination facile des prix pour tous les échanges. Avec le développement des monnaies marchandises en métal, chaque échange nécessite de vérifier le poids et la pureté du métal échangé pour s'assurer de sa valeur. Les États garantissent donc les caractéristiques des pièces de métal échangées, ce qui permet d'en connaître la valeur en ne contrôlant que l'intégrité de la pièce. On passe de la monnaie pesée à la monnaie comptée. Et c'est enfin au 7e siècle avant notre ère, en Lydie, qu'apparaît la première monnaie à proprement parler, poinçonnée aux couleurs du pouvoir qui la met en circulation et qui garantit sa valeur. Celle-ci se répand rapidement autour de la mer Égée, et bientôt apparaissent d'autres pièces, frappées de la même façon, dans les pays voisins. Ainsi, nous entrons dans une nouvelle étape de l'histoire des échanges, avec l'invention de la monnaie contrôlée par les souverains. Cette forme de monnaie se répandra dans tout le monde connu, et persistera jusqu'à nos jours. Cependant, nos euros, qu'ils soient faits d'alliages de zinc, cuivre et nickel, ou de fibres de coton,
sont bien différents des pièces d'or ou d'argent massif qui circulaient en Grèce quelques siècles avant notre ère. Nous vous donnons donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir l'étape suivante de notre histoire des moyens d'échange, l'invention du billet.